Et parce qu'on se fait régulièrement gronder avec Michel, donc il faut faire attention. Je crois que le Vaucluse n'a pas tellement à vous envier, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, vous êtes la première région de France en termes de score au présidentiel. Donc vous êtes une terre d'espoir et de reconquête, notamment pour les élections à venir. Alors je vous demanderai un peu de tolérance, parce que c'est vrai que vous êtes ma première intervention là, à la rentrée, donc je remette un petit peu le pied à l'étrier. Mais je dois dire que je me suis remis directement dans le bain, parce que j'ai commencé mercredi, vous devez probablement être au courant, avec la Syrie. Donc nous avons commencé l'année avec un débat d'1h30 seulement, avec un Premier ministre qui a pris le soin de s'exprimer 20 minutes seulement durant, pour un débat qui va peut-être déclencher une guerre. Et je vais m'attarder quelques minutes dessus, si vous me permettez, parce que c'est un sujet extrêmement intéressant, sur le fond comme sur la forme. Sur le fond, je vais l'expliquer juste après, sur la forme, parce que nous sommes en face d'une des vieilles habitudes de nos politiques, d'avoir cette tendance fâcheuse, lorsqu'ils n'ont pas l'opinion publique de leur côté, de reprendre leur bonne vieille méthode de manipulation d'opinion. Et ça, de manière générale, on le reprenait à 3 choses. La première, c'est l'argument d'autorité. Oui, enfin, monsieur, vous voyez, bon, moi, je suis énarque, et puis finalement, le sociologue machin truc et le psychologue bidule sont d'accord avec moi. Vous êtes qui? Vous n'êtes pas grand-chose, donc finalement, vous n'avez rien à dire. Il y a aussi la prépondérance de l'émotionnel. Je veux dire, regardez quand même ces enfants qui meurent, ces bains de sang, c'est terrible, c'est absolument rien, mais vous n'êtes pas touché par ce qui est en train de se passer. Et la troisième chose, c'est la criminalisation de l'adversaire. Dire oui, mais alors finalement, si vous êtes contre cette intervention, c'est que finalement vous êtes pro-Bachar al-Assad, alors finalement vous êtes fasciste d'une certaine manière, parce que c'est le fascisme du XXIe siècle, donc c'est scandaleux. Alors, lorsque vous étudiez ce genre d'informations, ayez bien ces 3 arguments à l'esprit, parce que de manière générale, ils reviennent lorsqu'il y a des choses à dissimuler. Nous allons donc peut-être demain déclencher une guerre suite à une attaque qui aurait eu lieu à Damas, une attaque d'armes chimiques. Personnellement, nous ne remettons pas en cause le fait qu'il y ait eu utilisation d'armes chimiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement tente de créer l'émotion en accusant directement le gouvernement de Bachar al-Assad d'avoir mené cette attaque. Il faut prendre cela avec beaucoup de précautions, non pas que nous ayons forcément les conclusions immédiatement, mais il nous faut attendre déjà la conclusion de l'enquête des enquêteurs de l'ONU, et il nous faut ensuite chercher bien l'information, parce qu'ils nous ont pondu une note de la DGSE qui a donc été déclassée des services secrets et qui est censée apporter la preuve de l'origine de cette attaque. Sachez que cette note, moi je l'ai lue, alors en effet, elle explique un certain nombre de choses. Elle explique que le gouvernement a les moyens de mener cette attaque, mais absolument pas que cette attaque a été menée par le gouvernement. Donc cela est à prendre avec des pincettes, parce qu'une fois de plus, et c'est une vieille habitude dans le débat français, nous sommes dans une approche très manichéenne de cet événement, puisque nous aurions d'un côté le tyran, criminel, dictateur Bachar al-Assad, et de l'autre la rébellion des démocrates, des progressistes. D'un côté les gentils, d'un côté les méchants, on connaît bien ça en France, sauf que malheureusement, une fois de plus, ça n'est pas si simple que cela. Nous avons en effet d'un côté un dictateur, il est vrai, Bachar al-Assad, qui a très certainement commis des crimes de guerre. D'ailleurs, lorsque l'on vous explique que le Front National a eu des liens, comme je l'entends régulièrement, avec le Parti Baas, sachez que c'est entièrement faux, puisque le Parti Baas est un parti socialiste, qui a d'ailleurs à plusieurs reprises assisté, sans que ça ait gêné personne pendant de nombreuses années, au congrès de l'Internationale socialiste. Donc évidemment que nous n'avons pas eu de lien avec eux. Et de l'autre, vous avez donc cette fameuse rébellion, dont on sait aujourd'hui pertinemment, de la même manière qu'en Libye, qu'elle est entièrement gangrénée par les islamistes. Cette rébellion est financée par le Qatar et par l'Arabie Saoudite. Et c'est une rébellion qui, comme en Libye, comprend des franges de terroristes, notamment la frange Al-Nosra, qui est reconnue par les États-Unis eux-mêmes comme faisant partie d'Al-Qaïda. Autant vous dire que c'est extrêmement complexe. On a le choix aujourd'hui entre la peste et le choléra. Alors moi j'entends la détresse de ces populations. Le problème, c'est que nous n'avons pas vocation, nous la France, à être la police des méchants. Parce que si tel était le cas, je crois que nous devrions aller un petit peu partout, à savoir par exemple en Corée du Nord, où sévit encore une dictature communiste qui affame ces populations. Nous devrions aller en Nigeria, défendre les chrétiens qui se font encore massacrer. Nous devrions retourner en Libye d'ailleurs, parce qu'on a soi-disant libéré ce pays, mais nous avons simplement réussi à mettre au pouvoir des islamistes qui aujourd'hui encore massacrent les minorités ethniques et religieuses. Je pense aux chrétiens, mais je pense aussi aux noirs, qui font régulièrement l'objet d'attaques et de meurtres en règle.
Donc il ne faut pas se laisser aller à ce genre de conclusion facile, et je vous appelle à beaucoup de prudence et d'intelligence politique, parce que en réalité il ne s'agit pas tant d'une guerre politique entre démocrates, laïcs, progressistes et entre islamistes, que de guerre ethnico-religieuse. C'est-à-dire que comme en Libye, nous sommes face en réalité à deux groupes, les chiites, qui sont portés par Bachar el-Assad, qui sont une minorité de l'islam, et face à eux les sunnites. Une partie d'ailleurs d'entre eux soutiennent Bachar el-Assad parce que Bachar el-Assad a, on va dire, le mérite relatif de préserver les minorités. Et c'est un parti laïque. Donc en cela, les chrétiens, mais également les druzes et un certain nombre de minorités de l'islam risquent demain, si le gouvernement tombe, d'être entièrement massacrés, puisque les sunnites, en prenant le pouvoir, probablement auront l'appui des sunnites des pays d'à côté, et en cela il y aura certainement des exactions. Je tenais à en parler un petit peu parce que c'est un sujet extrêmement important, d'autant plus important qu'il révèle également notre totale dépendance maintenant du bon vouloir des États-Unis. Parce que là, pour le coup, notre président était tellement américanophile qu'il a couru devant Obama, et quand il s'est retourné, il n'y avait plus personne, semble-t-il, puisque Obama lui-même a reculé. Sachez que nous sommes terriblement seuls sur le plan diplomatique, puisqu'au sein de l'Union européenne, personne jusqu'ici ne souhaite nous accompagner. Et le drame est à la fois politique et matériel, puisque nous ne sommes plus en mesure aujourd'hui, suite aux réductions drastiques de notre armée menée par Nicolas Sarkozy et François Hollande, de mener seul ce genre d'intervention. C'est-à-dire que demain, par exemple, l'intervention que nous avons menée au Mali ne pourra plus être menée seule, sans le soutien des États-Unis, ce qui, va sans dire, est évidemment une régression terrible de notre indépendance, parce que notre culture diplomatique, celle qui nous a permis de porter haut et fort notre voix durant des siècles, était celle de la non-ingérence, c'était celle du respect des grands équilibres, et absolument pas la conception ultra belliciste des États-Unis, qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes devenus totalement à la merci de leur bon vouloir, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on va partir en guerre. Nous attendons qu'ils se soient prononcés sur ce qui va se passer en Syrie. Je vous appelle donc à vous mobiliser tant que faire se peut, à prêcher autour de vous la bonne parole concernant ce qui se passe en Syrie, parce que cela peut avoir des répercussions extrêmement graves, notamment sur notre territoire. Alors on dit oui, Bachar el-Assad a menacé la France, bien évidemment. Si vous menacez un pays de guerre, vous aurez la guerre, donc il ne fallait pas s'en étonner, mais le drame est qu'en France est eu un phénomène extrêmement grave, qui est la montée de l'islamisme. Un islamisme ultra-radical. D'ailleurs, je vous invite à regarder l'interview du cofondateur de Médecins sans frontières, qui s'est rendu lui-même, qui est chirurgien, et qui s'est rendu lui-même à Alep pour soigner un certain nombre de combattants de la rébellion. Lui-même s'est dit extrêmement étonné, parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, l'immense majorité des djihadistes qu'il soignait étaient des djihadistes étrangers, donc des gens qui sont venus se mêler de l'extérieur à cette guerre en Syrie. Et il a également dit avoir rencontré énormément de Français djihadistes, dont le modèle était Mohamed Merah. Donc c'est vous dire qu'il y a quand même un problème de fond grave, que nous avons assisté cet été à un phénomène extrêmement inquiétant, qui sont les émeutes à Trappes. Alors les émeutes, on en est coutumier en France, hein, donc en ça, c'est pas tout à fait nouveau, mais là, la motivation de cette émeute était quand même intéressante, dans le sens où c'était suite à quelques contrôles qui ont mal tourné de femmes en burqa. Donc c'est-à-dire aujourd'hui que nous assistons à des émeutes pour des raisons ultra-communautaristes. Et je vous le dis très honnêtement, moi qui suis en Vaucluse, je vous parle simplement de mon expérience, parce que j'ai vécu longtemps en Île-de-France et ce n'est pas tout à fait la même chose. En Vaucluse, on assiste, avec des vagues d'immigration extrêmement importantes qui continuent d'arriver, à une forme de... J'hésite entre, une forme de balkanisation, en réalité, de la société française, très loin de notre conception assimilationniste, puisque maintenant, des populations entières vivent entièrement selon leurs mœurs, leur code de vie. Il n'y a aucune démarche d'intégration, à tel point d'ailleurs que maintenant les communautés ne se mélangent plus. Donc on assiste à un phénomène que l'on voit notamment en Angleterre, où il y a, on va dire, d'un côté les Français de souche, qui subissent un petit peu, il faut bien le dire, et puis cette communauté de plus en plus importante. Ça ne se mélange pas, ça ne se fréquente pas, chacun a leur quartier, leur bout de marché,
leurs codes, leurs mœurs. Il y a par exemple à Carpentras une mosquée salafiste surveillée par les renseignements de Paris, qui sont censés avoir un arrêt de fermeture depuis 2005, qui n'a jamais été appliqué bien évidemment. Et on assiste à toute une jeunesse qui, sur le fil de l'aiguille, du jour au lendemain, peut basculer, malheureusement, dans la contestation djihadiste, puisque, comme vous le savez, la grande majorité des imams en France sont financés par l'étranger, et beaucoup par le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui, je vous le rappelle, quand même, sont des pétromonarchies qui n'ont, pour le coup, en termes de droits individuels, parce qu'on parle beaucoup de la Russie, beaucoup à envier à la Russie. Parce que, pardonnez-moi, mais je préfère être femme russe que femme qatari aujourd'hui. Quand vous allez notamment à Doha, vous pourrez constater qu'il y a des formes d'esclavagisme moderne. Et je dois dire que je regarde avec beaucoup d'inquiétude les amitiés, les liens, les reniements de nos politiques à l'égard du Qatar, qui, quand même aujourd'hui, sachez-le, investit massivement dans nos banlieues, puisque le fameux plan de millions d'euros franco-qatari dans les banlieues a été accepté. Donc aujourd'hui, nous avons un pays étranger qui investit sur un territoire qui n'est pas le sien, avec la complicité de nos politiques. Donc voilà, pour vous dire que la Syrie demain pourra avoir des conséquences, y compris sur le territoire français, car aujourd'hui, malheureusement, une frange de la population nous échappe, quoi qu'on en dise, et cela ne va pas aller en s'arrangeant, puisque vous avez dû suivre l'actualité dernièrement, M. Valls a annoncé qu'il doublerait le nombre de naturalisations. En cela, nous allons remonter à 100 000 naturalisations par an. Alors sachez que c'est le nombre moyen qu'il y avait sous Nicolas Sarkozy. C'est exactement le même nombre en réalité. Simplement, en 2012, Sarkozy avait baissé le nombre de naturalisations de façon drastique, puisque l'élection arrivant, il fallait quand même donner un gage à ses électeurs, et donc en cela, il avait donc donné des consignes. Mais Valls, lorsqu'il a pris le ministère, avait dit qu'il menait finalement exactement la même politique, puisqu'il continue à avoir 200 000 entrées légales par an. En cela, nous continuons à accueillir massivement, à fabriquer les Français de façon massive. Et aujourd'hui, la France, clairement, a abandonné l'assimilation qui est censée imprégner les populations nouvelles. Et nous arrivons à des points de rupture où je vois, moi, de façon très inquiète, deux jeunesses avancées qui se regardent en chien de faïence et qui n'ont plus rien à voir en commun les unes avec les autres, si ce n'est vivre sur le même territoire. Je commence par ça parce que je crois que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, que la démarche n'est pas innocente. On fabrique du français à l'appel parce que ça fait des voix, ça fait des électeurs, que les socialistes savent pertinemment qu'ils sont en perte de vitesse, leur électorat traditionnel leur échappe, puisque aujourd'hui les fonctionnaires, les ouvriers, les classes populaires massivement se retournent vers Marine Le Pen, et donc finalement on se trouve une nouvelle classe de prolétaires opprimés, que sont les immigrés, les étrangers, contre l'oppresseur blanc, on va dire d'une certaine manière, qu'il faut donc préserver, protéger, et en cela ils renouvellent leur schéma marxiste, mais à l'égard d'une nouvelle frange de la population. Et en cela, je crois qu'il faut vraiment il faut s'y attarder, quoi qu'on en dise, parce que les conséquences sont palpables. Vous, je ne vous l'apprends pas dans votre quotidien, mais de façon de plus en plus grave et de plus en plus pressante. Vous avez suivi l'actualité cet été, pas un jour, quasiment pas une semaine sans qu'il y ait des cambriolages à répétition, des meurtres à Marseille, des viols, des meurtres gratuits dans la rue, enfin, c'est absolument délirant. Et on assiste en fait à la montée d'une nouvelle forme d'insécurité. Alors nos politiques se refusent définitivement à faire le lien entre insécurité et immigration. Malheureusement, et le fait est que lorsqu'on tombe face à des gens honnêtes dans n'importe quelle tranche des métiers de la fonction des forces de l'ordre, par exemple, vous aurez des témoignages concordants systématiquement, même en discutant, je pense, avec des gardiens de prison, où vous aurez également ces témoignages concordants pour un certain nombre de raisons, mais je crois que la responsabilité de nos politiques est en première ligne. J'écoutais encore ce matin un témoignage suite au dernier meurtre qu'il y a eu à Marseille. Les médias sont allés interroger des habitants du quartier nord de Marseille de façon très condescendante. Et alors, ces jeunes connus des services de police, puisque c'est le terme adéquat, nous expliquaient que finalement, si aujourd'hui ils étaient amenés à cambrioler,
c'est parce qu'il y avait du chômage et que voilà, il n'y avait pas le choix et que finalement l'État français faisait pas grand chose pour eux, qu'ils devraient mettre de l'argent dans les cités. Alors moi, c'est un discours que je ne peux plus entendre, je veux dire que ça m'insupporte, parce qu'en fait, ils sont en train gentiment de nous expliquer que voilà, s'ils cambriolent, c'est parce qu'ils meurent de faim. Finalement, c'est terrible. Sauf que c'est quand même oublié qu'en France, il y a des départements extrêmement pauvres dans une bien plus grande précarité que les cités de Marseille. Je pense notamment à la Creuse ou même au Nord-Pas-de-Calais, où les gens qui sont au chômage ne prennent pas comme première option d'aller cambrioler d'honnêtes gens et le plus souvent avec violence. Parce que pardonnez-moi de vous dire que c'est rarement pitié, s'il vous plaît, j'ai faim, donnez-moi à manger. C'est quand même souvent extrêmement violent, ça tourne souvent extrêmement mal. Et l'argent en question investi par l'État français dans les cités, il l'est de façon massive. Parce que je ne vous apprends pas que la politique de la ville, durant des années, a investi massivement dans les cités, à tel point d'ailleurs que de manière générale, moi j'ai quelques amis qui vivent en banlieue parisienne qui vous expliquent clairement qu'ils bénéficient, eux, d'infrastructures extrêmement intéressantes, du basket, du foot. Ils ont énormément d'associations qui sont subventionnées pour les aider d'avoir des cours particuliers, gratuits, à côté de l'école. Enfin, un certain nombre de démarches sont faites, tandis que pour le coup, nos campagnes françaises sont totalement abandonnées. Vous qui êtes dans un département agricole, vous savez que quand même les campagnes françaises, elles pour le coup, ne bénéficient absolument pas des investissements massifs dont bénéficient les cités, qui pourtant sont une toute petite portion du territoire. Vous savez également pertinemment que la jeunesse de ces campagnes est complètement oubliée, que rien n'est fait, elle, pour l'aider à se lancer dans la vie professionnelle. Moi, je dois dire que je suis à un point presque d'énervement quand je regarde tout ça. Alors, il faut rester serein, il faut évidemment toujours faire la distinction entre ceux qui font une véritable démarche d'intégration et qui, je dois dire, aujourd'hui plus qu'hier peut-être, font plus de mérite que les autres. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une véritable pression communautaire de la part d'un certain nombre d'imams, mais même au quotidien de la part d'un certain nombre de Français d'origine étrangère, parce que je discutais la dernière avec un prêtre, pour le coup, qui était, dont la spécialité, on va dire, la spécialité spirituelle était la conversion des musulmans, et il m'expliquait que quand il parvenait à toucher l'un d'eux, de manière générale, il venait complètement tétanisé à l'église, il se cachait pour ne pas être vu, parce que de peur de risquer des représailles de la part de sa communauté. Donc sachez que nous avançons vers quelque chose qui est bien plus que social, bien plus que politique, c'est véritablement identitaire. Et je vous demande d'être vigilant, de faire savoir aux gens que c'est inquiétant, parce que demain, ce n'est plus socialistes qui le voteront, mais ce seront leurs propres listes qu'ils feront. Et ça a déjà été vu en Belgique. En Belgique, il existe un parti islam, des listes islam, qui ont des élus aujourd'hui qui prônent la charia. Voilà, qui prônent la charia, dont la Cour européenne des droits de l'homme elle-même a dit qu'elle était parfaitement incompatible avec la démocratie. Donc, je sais que tout cela n'est pas très joyeux, mais néanmoins, c'est important quand même systématiquement de le rappeler. Et c'est important aussi de rappeler que la politique qui a été menée sous l'UMP n'a pas été différente. Et je vous le dis, d'autant plus sereinement que j'ai été la première, et je l'avais dit d'ailleurs aux médias, à être séduite, je dois dire, à l'époque, naïvement, peut-être, ma jeune expérience, je ne sais pas, naïvement par le personnage de Sarkozy, en me disant finalement, pourquoi pas, cet homme-là porte un discours qui est proche du nôtre, il a l'air d'avoir un profil intéressant, mais très vite, lorsqu'on regarde les chiffres et le bilan, il s'est fait le premier complice de ce grand remplacement, on va dire, de population auquel nous assistons. Alors si Michel tout à l'heure vous a incité à vous investir pour les municipales, c'est parce que être la vitrine du Front National, c'est extrêmement important parce que nous sommes, on va dire, une entité un peu abstraite, mais rien n'est plus efficace que l'incarnation sur le terrain. Le fait d'avoir une présence concrète au sein d'un conseil municipal, d'un conseil régional, parfois ça fait beaucoup plus que des dizaines d'interviews et je vous le dis très honnêtement, moi je le vois dans le Vaucluse, c'est pour certaines villes les élections de la dernière chance. C'est-à-dire que je pense que dans certaines villes c'est pareil ici aussi, nous arrivons à un degré d'immigration tellement fort que certaines villes ne basculeront plus jamais. Voilà. Parce que démographiquement, politiquement, électoralement, ça ne sera plus possible. Donc c'est vrai qu'il faut en avoir conscience et je crois que lorsqu'on est pied au mur comme cela, il faut avoir le courage de s'investir, même si ce n'est pas toujours évident.
pour porter ses idées, et même si on est simple conseiller municipal, ça peut parfois changer la donne. Je vous dis ça parce que nous sommes 2 députés, Front National, alors on porte votre voix comme on peut, du mieux qu'on peut, mais nous sommes des députés, ce qu'on appelle des députés non inscrits. C'est-à-dire que nous n'appartenons à aucun groupe à l'Assemblée, puisqu'un groupe est constitué à partir de 15 députés. Alors les communistes en ont un, ils sont 15, les écologistes sont 17, ils en ont un également, et l'injustice veut que les députés non inscrits, évidemment, disposent de beaucoup moins de droits que les députés présents dans un groupe. Et pour vous donner un exemple, nous avons une question orale au gouvernement par an, voilà, par député non inscrit. Nous sommes exclus de certains débats, à la discrétion de la conférence des présidents, donc la réunion des présidents de groupe, dont évidemment à laquelle nous ne participons pas. Par exemple, le débat sur la Syrie, il n'y a pas de temps pour les non-inscrits, ce qui fait que la voix du Front National, au sein de l'hémicycle, n'a pas pu être entendue. Lorsque nous avons ce temps de parole, il est de 5 minutes maximum, lorsque les groupes ont parfois plus d'1 heure pour s'exprimer. Et sachez que nous ne sommes pas les seuls non-inscrits, nous sommes 8 en tout. Donc le temps non inscrit ne veut pas nécessairement dire qu'il sera en plus octroyé à un député Front National. J'ai beaucoup d'autres exemples comme celui-là, je pense notamment aux motions de procédure, motions de renvoi en commission, motions de rejet, où également c'est une obtention de temps de parole, comment on appelle ça, par tirage au sort. Ce qui fait que lorsqu'un député, par exemple, dépose une motion, celle-ci va être co-signée, on va dire, par 150 députés de son groupe. Nous déposons une motion, nous sommes 2 à la co-signer de fait, nous avons donc 2 chances sur 152 d'obtenir la motion. C'est vous dire que le débat est évidemment totalement biaisé et que les députés que nous sommes ne peuvent pas être entendus comme ils aimeraient pouvoir l'être, d'autant plus que nous cumulons avec cela des handicaps, on va dire, humains, matériels, puisque nous n'avons pas d'assistant de groupe. Nous sommes évidemment amenés à être présents sur tous les dossiers, nous ne pouvons pas avoir de spécialité comme c'est le cas dans les groupes. Donc c'est pour ça que c'est important de multiplier les formes de relais. On peut avoir, nous maintenant, un rôle de porte-parole, un rôle médiatique, mais le basculement va se faire au niveau de l'ancrage local. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce qui s'est passé. Michel pourra beaucoup mieux en parler que moi à Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot, ce jeune homme de 23 ans, Étienne Bousquet-Cassagne, qui a fait 48%, c'était sa première élection dans cette circonscription. La différence seulement s'est faite en réalité à 2 cantons, dis-moi si je me trompe, mais dont un particulièrement, qui en fait était le canton du candidat adverse. Donc en réalité, la différence s'est faite uniquement à l'ancrage local. Voilà. Nous aurions eu un candidat mieux implanté par le passé, nous aurions gagné cette élection et nous aurions un 3e député. C'est pour ça que nous insistons particulièrement sur l'ancrage local, parce que non seulement en devenant conseiller municipal ou en vous impliquant simplement, en apprenant un peu, vous serez les cadres de demain, mais de surcroît, vous serez ceux qui feront la différence lors des élections à venir, et c'est pour ça qu'il ne faut pas lésiner sur votre engagement. Je voulais vous parler de tout ça parce que je crois que le grand drame de la politique française aujourd'hui, c'est que c'est une représentation, c'est un pouvoir sans représentation, on vient d'en parler à l'instant, puisque sachez que nous sommes le seul pays avec l'Angleterre au sein de l'Union européenne qui n'a même pas une dose de proportionnelle, et encore l'Angleterre a un scrutin majoritaire à 1 tour, même avec cela nous aurions eu plus d'une dizaine de députés. D'ailleurs, sachez que cela scandalise totalement à l'étranger. Quand on discute, par exemple, la fois dernière, je discutais avec un ambassadeur russe qui disait que cela ne se savait absolument pas et que quand on voit que la France donne des grandes leçons de démocratie à la terre entière, tout ce monde trouve ça extrêmement choquant lorsqu'ils apprennent la réalité. Et ils ne s'arrêteront pas là. Ils ont encore bidouillé d'ailleurs en arrivant au pouvoir, comme le font chaque nouveau gouvernement, les modes de scrutin. Ils tentent désespérément d'imposer un bipartisme à la française, de verrouiller les modes de scrutin entre PS et UMP. Le drame, c'est qu'ils n'avaient pas anticipé une donnée nouvelle, il faut bien le dire, qui est la transversalité des idées patriotes. C'est-à-dire que le phénomène nouveau qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est qu'aujourd'hui, la distinction droite-gauche, évidemment, s'atténue, tombe dans le non-sens, et les patriotes arrivent à se retrouver autour de nous, indépendamment de leurs origines,
de partis et de leur expérience politique passée, c'est-à-dire que vient à nous maintenant un nouvel électorat socialiste. L'extrême gauche, ça n'est pas nouveau par le passé, on a déjà pu le voir, mais un nouvel électorat socialiste qui arrive en masse vers nous et qui du coup demain pourra faire la différence en nous rejoignant lors d'élections. C'est pour ça que nous sommes un parti qui a vocation à réunir autour de lui des personnalités extrêmement différentes. Et ça, c'est une richesse. C'est pour ça que moi, je rejette totalement dans la presse, vous devez voir régulièrement qu'en fait, finalement, avec Marine Le Pen, on ne se supporte pas, qu'on a des sensibilités différentes, que j'ai envie de lui prendre sa place et de lui piquer sa place, et que je me verrai bien présidente du Front National au prochain congrès. Sachez que tout cela n'est évidemment pas innocent. Et qu'ils n'ont pas 36 façons de stopper notre ascension. En réalité, au vu du principe de réalité, alors à part une balle dans la tête, je ne vois que les distensions internes. Et pour cela, évidemment, ils les fabriquent de toutes pièces, sauf qu'à force de faire 1, 2, 10, 15 articles, au bout d'un moment, ça commence presque à être vrai. À tel point d'ailleurs que même au sein de nos rangs, ça peut créer des malaises parfois. Finalement, mais qui a dit quoi? Qui a donné cette interview? Est-ce que ça a été dit exactement comme ça? Donc la manœuvre est évidemment extrêmement fine, mais sachez qu'elle ne prend pas. Très honnêtement, elle ne prend pas. Dans l'ensemble, nos rangs sont serrés. Je crois que d'ailleurs là-dessus, nous sommes assez admirables. Et voilà, quel que soit notre parcours politique, je pense par exemple à nos nouveaux arrivants comme M. Philippot, qui en soi apporte extrêmement beaucoup de choses aussi avec lui et avec son parcours. Ils n'arrivent pas à nous diviser, et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant ils sont passés à autre chose, parce que finalement, une fois que ça n'a pas pris, ils ont changé la mayonnaise, mais rassurez-vous, ils trouveront certainement autre chose. Donc un pouvoir sans représentation, mais aussi une représentation sans pouvoir. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on reproche aujourd'hui à nos politiques, c'est surtout leur impuissance. Alors maintenant, on voit beaucoup d'articles sur la petite vertu des politiques, l'immoralité. En soi, l'affaire DSK a été intéressante, pas pour elle-même, mais pour ce qu'elle révèle. C'est-à-dire qu'on a passé des mois, des jours, des articles, des grands débats politiques sur la petite vertu de M. DSK, dont je ne doute pas par ailleurs. Mais en réalité, c'est une conception très américaine de la politique. Cette espèce de côté très puritain. Nous, on est gaulois, finalement, on a toujours su que nos rois de France ont toujours eu des maîtresses officielles. On a toujours su que sous la Troisième République, ça se partageait un peu entre le bordel et l'hémicycle, donc c'était comme ça. Et finalement, en parlant de tout ça, donc en se concentrant sur l'immoralité, où on va dire, voilà, ce genre de choses très secondaires, on oublie de dire que finalement, le premier reproche qu'on fait à M. DSK, c'est surtout de se faire le porte-parole politique des grandes instances économiques internationales telles le FMI qui ont ruiné notre pays. Et cela, en cela, M. DSK me fait beaucoup plus peur que si je me retrouvais avec lui dans une chambre d'hôtel, à vrai dire. Donc, leur impuissance, puisqu'ils ont livré nos leviers de pouvoir. Ils les ont livrés dans l'intégralité des domaines de la politique. Nos élites, moi je les appelle les élites hostiles, c'est exactement ça, puisqu'eux ont le loisir et le plaisir de vivre dans les beaux quartiers, l'intégralité de leurs enfants sont en privé. Donc moi je rigole bien quand je suis quand même en commission de l'éducation, parce que je dois être la seule à avoir été en école publique, je pense, au sein de cette commission. Finalement, ils traitent pour le peuple, quoi, pour les enfants des autres, puisque de toute façon, les leurs ont la chance de pouvoir être préservés. Donc ils ont livré nos leviers de pouvoir. Je vous parlais tout à l'heure de l'armée. Aujourd'hui, notre pays est incapable de mener seul de front une intervention sur le terrain sans le soutien de puissances extérieures, par exemple comme les États-Unis. Je vous parlais de l'immigration tout à l'heure, ça c'est pas nouveau, avec l'espace Schengen notamment. L'économie, puisqu'aujourd'hui l'intégralité de notre économie est régie par les traités européens de libre-échange. Et demain va se profiler d'ailleurs, soyez vigilants lorsque le débat arrivera, un accord transatlantique, puisqu'ils sont en train de préparer cela. Sachez que demain, ils sont en train de mettre en place un accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc on nous a expliqué pendant des années finalement que l'Union européenne avait vocation à créer une grande puissance pour justement lutter contre les États-Unis, et puis maintenant qu'elle est en place, finalement en réalité c'est pour s'allier à eux. Alors quand on sait les résultats de cette politique ultralibérale européenne,
Je crois qu'on le peut craindre terriblement pour notre agriculture et notre industrie encore plus lorsque cet accord de libre-échange arrivera avec les États-Unis, mais rassurez-vous, il n'y aura certainement pas de référendum, cela se fera de façon extrêmement opaque, et puis même s'il y a un référendum, on vous fera peut-être revoter derrière pour vous expliquer que vous ne pensez pas très bien, et que vous n'avez rien compris, et que vous êtes un idiot. Puisque c'est ce qu'on dit régulièrement du programme du Front National, alors il n'y a qu'un drame, c'est que malheureusement de plus en plus d'experts économiques nous rejoignent, que de plus en plus de pays européens s'alignent sur nous, puisque là où je peux vous donner de l'espoir, c'est que ce qui se passe en France est précurseur et est un modèle pour beaucoup de partis à l'étranger au sein de l'Union européenne. Beaucoup de nouveaux partis de courants nationaux prennent exemple sur nous, en termes de programme et pas seulement sur notre manière de procéder, puisque un phénomène européen généralisé voit l'ascension fulgurante de nos homologues en tant que partis, c'est-à-dire des partis patriotes, un petit peu partout, c'est-à-dire des partis avec les mêmes caractéristiques, troisième parti à peu près du mouvement, comme je vous le disais, en phase d'ascension électorale, souvent détestés des médias, avec des grandes thématiques, immigration, sécurité, euroscepticisme comme on l'appelle. Et donc le phénomène est tel qu'ils craignent qu'une seule chose, c'est qu'aux prochaines européennes, la majorité bascule. Et cela est tout à fait possible. Je vous le dis très honnêtement, j'étais encore en Suède il y a quelques mois. Ils sont tout à fait confiants de voir une nouvelle génération politique arriver à l'Europe et de pouvoir justement réorienter cette politique dans notre sens. Je vous parlais de l'économie, mais je vous parle également du budget, parce que le budget aujourd'hui ne sera plus décidé par vous, puisque l'année dernière, le PS, à la suite d'ailleurs de l'UMP, c'est un traité amorcé par l'UMP, a voté, on va dire, une forme de plein pouvoir à la Commission européenne, puisque dorénavant, elle a un droit de contrôle et de modification sur notre budget. C'est-à-dire que l'argent qui est le vôtre aujourd'hui va être distribué selon les bons vouloirs de la Commission européenne. Et le budget, qui est pourtant une prérogative suprême de la souveraineté de l'État, n'est malheureusement plus entre nos mains. Alors, notre politique, nous, au Front National, c'est une politique patriote, et c'est aussi une politique de liberté. Je crois que c'est ça qui est important. Nous ne sommes pas fondamentalement contre l'idée du projet européen en soi, qui pouvait avoir du sens si tant est qu'on sache ce que c'est que l'identité européenne, parce que l'identité européenne, elle n'est pas économique, elle est culturelle, elle est philosophique, elle est architecturale, mais on s'est refusé à prendre cela, puisqu'on se refuse à penser une identité, on se refuse à penser une identité française. On fait tout au nom de la République, mais cette République devient quasiment une coquille vide, puisque dès qu'on fait référence à ce qui est censé nous faire être notre système de valeurs, cela est discriminant, et on se refuse même à reconnaître les origines chrétiennes de la France. Je me demande même d'ailleurs, parce que la fois dernière j'avais un imam à Carpentras qui nous expliquait, finalement, on se demandait encore pourquoi les cloches sonnaient, parce que ça n'est pas très laïque, les cloches qui sonnent le dimanche, ou alors il faut autoriser les muezzins également, qui chantent à la mosquée, sinon ça n'est pas juste. Voilà, donc c'est tout ou rien. Et avec ce raisonnement-là, évidemment, on peut aller très loin, on va bientôt peut-être même débaptiser, pourquoi pas, nos villages, puisque quand un village s'appelle Saint-Hippolyte, c'est pas très laïque finalement, puis c'est quand même un saint chrétien, donc c'est presque stigmatisant pour ceux qui sont en face. Donc nos élites nous sont hostiles, elles nous ont privés des leviers de pouvoir et de décision sur beaucoup de choses, mais elles n'avaient pas prévu malheureusement que pour eux que le peuple de France est un peuple qui est un peuple critique, quoi qu'on en dise, même s'il a choisi la facilité pendant des années, parce que finalement ça tombait à la fin du mois, mais la crise aujourd'hui fait qu'il a l'intelligence de mesurer maintenant l'erreur qui est la sienne. Et en cela, il y a beaucoup d'espoir à attendre, notamment des jeunes. Moi, je vois les 18-25 ans. Nous sommes le premier parti jeune en France, sachez-le, les premiers chez les 18-25 ans. Énormément de jeunes viennent auprès de nous, notamment dans le Vaucluse. Moi, je pourrais faire des listes municipales avec les 18-25 ans. Alors, c'est assez malvenu de la part, mais je leur explique que c'est peut-être un petit peu jeune pour un exécutif quand même si venant de ma bouche, c'est un petit peu gonflé, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc la génération qui vient se lève, elle a envie de retrouver la fierté qui devrait être la sienne et qu'on tente de la enlever, parce que finalement on voit que les programmes ont encore été modifiés. En regardant l'histoire, ils ont encore enlevé un peu plus de l'histoire de France, parce que cette histoire de France, finalement, c'est le meilleur gage de notre cohésion, de notre fierté, de ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes les héritiers de quelque chose de grand, et que nous sommes aussi
les précurseurs de quelque chose de grand que nous voulons transmettre. Et là où le danger est réel, c'est que la France, contrairement à l'Angleterre d'ailleurs, est un État avant d'être une nation. L'Angleterre, elle, était une nation, de par l'homogénéité du peuple qui la composait. Nous, ce sont les monarchies successives, ce sont les mariages, ce sont les guerres qui ont uni dans un destin commun des provinces et des peuples qui, à l'origine, n'avaient pas grand-chose à faire ensemble, mais qui, par une espèce de miracle historique, se sont unis dans une destinée commune qui est la France, et je pense notamment aux Bretons, aux Alsaciens, aux Basques, mais également aux Provençaux, et beaucoup d'identités qui, à l'origine, n'étaient pas une identité commune, et qui se sont unies. Et malheureusement, si demain l'État continue de péricliter comme il est nôtre, s'il ne se fait plus le garant de notre liberté, de la souveraineté, de l'équilibre territorial, il est possible que l'histoire de France finalement cesse, parce que l'existence de la France, c'est un quasi-choix historique, c'est une maturation, ça n'est pas une évidence historique. Et donc c'est pour ça qu'ils cherchent à nous diviser par une immigration massive et extrêmement intrusive, mais également par d'autres biais. Je pense notamment à la fusion des collectivités en Alsace, qui nous a d'abord été présentée comme une merveilleuse solution pour trouver des économies. En soi, il y avait des choses intéressantes, si ce n'est que quand on lisait en réalité le projet en question, un certain nombre de compétences régaliennes, notamment sur l'éducation, étaient transférées à l'Alsace. Et donc finalement, ils cherchent en réalité à créer des structures qui passeraient de l'intercommunalité à la province et jusqu'à l'Europe en sapant l'État-nation. Sauf que le drame, c'est qu'en France, l'État, c'est la France, même si ce n'est pas l'étatisme, je fais bien la différence. Et donc, il y a un risque demain de voir disparaître ce que nous avons reçu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là avec vous. C'est pour ça que je fais beaucoup de déjeuners des bases, parce que je vois qu'il y a une réelle dynamique. Et c'est pourquoi je vous invite réellement, vous qui êtes des patriotes, puisque vous êtes là aujourd'hui, à vous investir. N'attendez pas qu'il soit trop tard, parce que mon grand-père a souvent coutume de dire, je trouve que l'image est assez parlante, qu'entre là et là, il y a 1 centimètre. Mais finalement, c'est le centimètre qui fait que vous allez vivre ou mourir. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a une réelle dynamique. Profitez, surfez sur cette dynamique. Nous avons la chance extraordinaire de récolter les graines semées par nos prédécesseurs, et je crois que Michel, lui, par son passé, a vécu des choses extrêmement difficiles. Je pense notamment dans les années 80, où là, pour le coup, être au Front National, il fallait non seulement être courageux intellectuellement, mais physiquement aussi, d'après ce que j'avais compris, mais je ne m'inquiète pas trop pour toi de ce point de vue-là, Michel, costaud quand tu étais jeune. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons le loisir de mener une politique de façon beaucoup plus sereine. Donc ne nous trouvons pas d'excuses et impliquons-nous. Je vous remercie.